Un jour, mon père m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. L'argent peut acheter un lit, mais jamais le sommeil. Il peut acheter des médicaments, mais pas la santé. Il peut acheter des compagnons, mais pas de vrais amis. Sur le moment, je trouvais ça cliché. Aujourd'hui, je comprends que c'était une vérité brute. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mépriser l'argent. Non, il faut le respecter comme on respecte un outil puissant. Mais ne pas en faire un maître. Si tu le laisses te dominer, tu deviendras son esclave. Si tu l'utilises avec conscience, il deviendra ton serviteur. Ce que j'ai appris à la quarantaine, c'est que l'argent doit circuler, comme l'eau dans un fleuve. Quand il stagne, il pourrit. Quand il est partagé, il fertilise. Dépenser pour impressionner les autres, c'est comme arroser des cailloux. Mais investir dans ton bien-être, dans l'éducation de tes enfants, dans un moment partagé avec ceux qui comptent, c'est arroser une terre fertile. Alors je te le demande, veux-tu passer ta vie à compter tes billets ou à compter les instants où tu t'es senti vraiment vivant? Parce qu'au dernier souffle, aucun coffre-fort ne pourra t'accompagner. Mais les souvenirs, eux, resteront. Il y a un moment, dans la quarantaine, où les regrets viennent frapper à la porte. Ils s'invitent dans nos pensées le soir, quand tout est calme. Ce qu'on aurait dû dire à quelqu'un avant qu'il ne parte. Ce travail qu'on aurait dû oser accepter. Cette histoire d'amour qu'on aurait pu protéger au lieu de la laisser filer. Et parfois, ces regrets nous enchaînent plus que n'importe quelle réalité. Moi aussi, j'ai eu mes nuits blanches. Rejouer le passé dans ma tête, comme un film dont je connaissais la fin, mais que je ne pouvais m'empêcher de revoir. Et chaque fois, je pensais « si seulement ». Mais à 47 ans, j'ai compris que ces deux mots, « si seulement », sont une prison. On ne peut pas reconstruire hier. On peut seulement apprendre à l'aimer tel qu'il a été, avec ses manques et ses erreurs. Accepter ne veut pas dire oublier. Accepter, c'est regarder une cicatrice et dire « oui, elle fait partie de moi. Elle n'est pas belle comme je l'aurais voulu, mais elle est réelle, elle est vivante. » C'est comme un arbre dont l'écorce est marquée par la foudre. Au lieu de s'effondrer, il reste debout, portant ses blessures comme des preuves de sa résistance. Un ami m'a confié un jour une phrase qui m'a touché profondément. La paix ne vient pas quand tu changes ton passé, mais quand tu changes ton regard sur lui. Et j'ai commencé à pratiquer cela. Au lieu de me dire « j'ai échoué », j'ai essayé de dire « j'ai appris ». Au lieu de penser « j'ai perdu du temps », je me suis dit « j'ai semé des graines qui ont mis plus longtemps à pousser ». Marc Aurèle écrivait « reçois sans orgueil, laisse aller sans attachement ». L'acceptation, c'est exactement cela. Recevoir ce qui vient, même si ce n'est pas ce qu'on attendait. Laisser partir ce qui n'est plus à nous, même si notre cœur s'y accroche encore. Et puis, il y a ce silence intérieur. Quand on cesse enfin de lutter contre ce qui est déjà passé, on entend autre chose, une voix plus profonde, plus douce. C'est la nôtre. Elle n'était pas absente. Elle était simplement couverte par le bruit de nos regrets. Dans cette voix, il n'y a pas de jugement, seulement une invitation à continuer. Je ne dis pas que l'acceptation est facile. Elle demande du courage. Il est souvent plus simple de s'accrocher à la colère, à la nostalgie, au « et si ». Mais la paix, la vraie, se trouve de l'autre côté. Elle se trouve dans ce moment où l'on dit « oui, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'étais. Aujourd'hui, je peux faire mieux. » Et peut-être que la question à se poser n'est pas « qu'ai-je raté ?», mais plutôt « que vais-je encore apprendre en vivant pleinement ce qui me reste ?» À 20 ans, j'avais les mains tendues pour prendre. Prendre des opportunités, prendre des expériences, prendre tout ce que la vie pouvait me donner. J'étais avide, comme un arbre jeune qui étend ses racines pour boire toute l'eau possible.
Mais aujourd'hui, à 47 ans, je sens que mes mains se sont ouvertes autrement. Non plus pour prendre, mais pour donner. Je réalise que le plus grand héritage que je puisse laisser derrière moi n'est pas un compte en banque bien garni, ni une maison luxueuse, ni même des objets précieux. Non, le vrai héritage, ce sont les histoires que je raconte à mes enfants, les valeurs que je sème dans leurs esprits, les leçons que je partage, souvent sans même m'en rendre compte. Il existe un proverbe africain qui dit « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Et cette image me hante parfois. Parce que chacun de nous porte en lui une bibliothèque entière. Les épreuves traversées, les erreurs commises, les joies inattendues, les vérités découvertes au détour d'un silence. Si nous ne les transmettons pas, elles disparaissent. Et c'est une perte irréparable. Je me souviens de mon grand-père. Il n'avait pas beaucoup de biens matériels, mais il avait un trésor, ses récits. Quand j'étais enfant, il me parlait de son village, de ses voyages, de ses années de travail, de ses combats silencieux. Ces mots étaient des graines, et aujourd'hui encore, certaines d'entre elles poussent en moi. Elles me rappellent qui je suis, d'où je viens, et pourquoi il est important de marcher droit. Être un modèle ne veut pas dire être parfait. J'ai compris que mes enfants, mes proches, ou même les jeunes qui m'observent, n'attendent pas que je sois un héros sans faille. Ils veulent en voir quelqu'un qui essaye, qui chute et se relève, qui reconnaît ses erreurs mais continue d'avancer. Parfois, un geste simple, un regard sincère, une parole de vérité valent plus qu'un grand discours. La quarantaine est cet âge où l'on réalise qu'on ne vit pas seulement pour soi, que nos choix résonnent dans la vie de ceux qui nous entourent, qu'une parole blessante peut marquer pour des années, mais qu'un mot d'encouragement peut changer un destin. Ce que nous transmettons n'est pas toujours conscient. Ce sont aussi nos silences, nos manières d'aimer, nos façons de réagir. J'ai vu des hommes chercher à tout prix à accumuler pour laisser quelque chose à leurs enfants. Mais la plus belle chose que tu puisses leur laisser, ce n'est pas une maison, mais une sagesse. Pas un coffre rempli d'argent, mais un coffre rempli de souvenirs heureux, de valeurs solides, d'exemples vivants. Alors je me demande, que restera-t-il de moi quand mes mots se seront tus? J'espère qu'il restera dans le cœur de mes enfants, non pas l'image d'un homme riche ou puissant, mais celle d'un homme vrai, qui a essayé d'aimer, d'écouter, de transmettre. Parce qu'au fond, nous sommes tous un livre. La question est-ce que nous prendrons le temps de tourner nos pages pour que d'autres puissent les lire? Il y a un âge où l'on arrête de chercher les trésors dans le monde extérieur. On cesse de courir après les horizons lointains, les réussites flamboyantes, les preuves que l'on attend des autres. Entre 40 et 50 ans, un virage s'opère. On comprend que le plus grand voyage n'est pas une traversée de pays, mais une traversée de soi. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Pendant longtemps, j'ai rêvé. Rêvé d'être reconnu, rêvé d'avoir plus, rêvé de me prouver à moi-même que j'étais assez. Mais le rêve s'épuisait toujours, parce qu'il dépendait du regard extérieur. Alors, un jour, presque sans prévenir, j'ai commencé à me tourner vers l'intérieur, à écouter ce silence en moi qui ne demandait rien, qui ne cherchait pas à paraître, mais simplement à être. Ce chemin intérieur est le plus difficile, parce qu'il ne s'affiche pas. Personne ne peut l'applaudir. Il ne rapporte ni médaille, ni trophée. Mais c'est le seul voyage qui donne une paix durable. Une paix qui ne dépend pas du bruit du monde. Une paix qu'aucune critique ne peut troubler, qu'aucun échec ne peut voler. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi marcher dans une vaste forêt. Les bruits de la ville disparaissent et tu entends seulement le vent dans les branches, le craquement des feuilles,
sous tes pas. Ce silence-là, tu le portes déjà en toi. Il est là depuis toujours, mais recouvert par les obligations, les regrets, les désirs. Le chemin intérieur s'est écarté doucement ses couches pour retrouver ce cœur paisible. À la quarantaine, beaucoup redoutent la solitude. Mais moi, j'ai appris qu'il existe deux solitudes. La première est lourde, faite d'isolement, de manque. La seconde est légère, féconde, pleine de présence. C'est dans cette solitude choisie que j'ai découvert mon propre visage. Quand on cesse d'attendre des autres qu'ils comblent nos vides, on commence à goûter la liberté. Les anciens stoïciens nous rappelaient « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Cette phrase est une boussole intérieure. Elle m'a appris à cesser de vouloir contrôler ce qui m'échappait et à diriger mon énergie vers ce qui dépendait de moi, mon regard, mes choix, ma paix. Et peu à peu, j'ai compris que ce chemin intérieur n'est pas une fuite du monde, mais une manière nouvelle de l'habiter. Plus je me connais, plus je peux aimer sans condition. Plus je trouve la paix en moi, plus je peux la rayonner autour de moi. Comme une source invisible qui abreuve tout ce qu'elle touche. Alors, si tu es dans cette tranche d'âge, si tu sens l'agitation t'épuiser, ose ce voyage. Tu n'as pas besoin de partir loin. Tu n'as pas besoin d'un billet d'avion. Tu as juste besoin d'un moment de silence, d'un souffle profond, d'un regard honnête vers l'intérieur. Parce qu'au fond, la plus grande aventure n'est pas de conquérir le monde, mais de se découvrir soi-même. Paris, la ville lumière. On y court, on y crie, on y rêve. Mais parfois, on s'y perd aussi, entre le bruit des klaxons, les jugements des autres et le poids des apparences. Il y a une urgence silencieuse. Apprendre à ne plus être esclave de ce que pensent les gens. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 techniques pour en avoir plus rien à foutre. Des histoires, des paraboles et un peu de sagesse intemporelle pour t'aider à retrouver la paix au milieu du tumulte. Avant de commencer, pense à t'abonner à The Essence of Life pour ne rien manquer de ces voyages vers plus de sérénité et de clarté. La ville bruisse comme une mer agitée. On dirait que chaque pas résonne sous 1000 regards, comme si Paris elle-même nous observait. Sur les trottoirs, dans les cafés, dans les couloirs du métro, il y a toujours quelqu'un pour scruter, commenter, juger. C'est une mécanique invisible, des yeux qui se posent sur toi, des lèvres qui murmurent, des sourcils qui se froncent. Et tu crois parfois que tu existes à travers ce reflet déformé. Un vieux sage l'avait dit, « Si tu cherches à plaire à tous, tu n'appartiens plus à toi-même. » Ces mots frappent comme une vérité que l'on préfère souvent oublier. Car plaire à tous, c'est comme essayer de remplir la Seine avec un seau percé. C'est un effort sans fin, une fatigue sans issue. Imagine cette scène. Sur le pont Neuf, un homme avance, tenant une pierre dans sa main. Rien de plus simple, une pierre. Les passants se retournent, certains riant. Quelle absurdité marcher ainsi. D'autres se moquent, ce type c'est fou. D'autres encore, indifférents, passent sans même remarquer la pierre. Mais, à la fin, qu'importe. La pierre reste pierre. Elle ne perd rien de son poids, rien de sa forme, rien de sa vérité. Le jugement des passants glisse comme la pluie sur le pavé. Et l'homme, s'il continue à avancer sans céder au rire ni aux reproches, garde son intégrité intacte. Voilà la leçon. Ton essence n'est pas modulée par les opinions extérieures. Tu peux être admiré, tu peux être critiqué, tu peux être oublié. Tu restes toi. Mais tant que tu attaches ton identité au regard des autres, tu deviens comme une marionnette secouée par des fils invisibles. À Paris, cette illusion est encore plus forte. Les vitrines brillantes, les terrasses bondées, les conversations à voix haute, tout semble te dire qu'il faut exister dans les yeux d'autrui.
porter les bons vêtements, fréquenter les bons lieux, montrer la bonne image. Mais qu'est-ce que cette image, sinon une ombre? Une projection fragile qui se brise au premier vent. Un proverbe dit « Le chien aboie, la caravane passe ». Ainsi est la vie. Tu avances, les bruits t'accompagnent, mais ils ne t'empêchent pas de continuer. Les mots des autres sont comme des pierres lancées dans l'eau, ils créent quelques cercles à la surface, puis disparaissent. Technique numéro 1. Comprends que ce que tu es ne change pas selon les opinions. Tu es comme la pierre sur le pont. Solide, entière, indépendante. Tu peux être poli, tu peux écouter, mais tu n'as pas à te définir par le regard extérieur. Car sinon, tu deviens une ombre parmi les ombres et tu perds ta lumière. Et si demain, tu marchais à travers Paris en portant ta propre pierre invisible, non pas pour la montrer, mais pour te rappeler que toi seul connais son poids, sa valeur, son histoire. Paris est une symphonie désordonnée. Le matin, les klaxons se disputent l'air avec les voix pressées. Les talons claquent sur les pavés, les portes du métro s'ouvrent et se referment comme des battements de cœur mécanique. Les annonces résonnent. Attention à la fermeture des portes. Et l'on sent ce bourdonnement collectif qui monte, enfle, occupe chaque espace. C'est comme si la ville ne laissait jamais place au vide. Pourtant, le bruit n'est qu'un décor. Ce n'est pas le bruit qui fatigue, mais ce que tu en fais. Épictète le savait bien. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Le vacarme extérieur devient chaos intérieur seulement si tu lui ouvres la porte. Il y a un secret que peu de Parisiens connaissent. On peut trouver le silence, même au cœur de la foule. Assis dans un métro bondé, les écouteurs cassés, entouré de conversations et de soupirs, tu peux fermer les yeux et respirer. Ce souffle, ce mouvement discret de ton corps, voilà déjà un silence. Tu n'as pas besoin que la ville se taise pour t'offrir une pause. Un vieux maître zen disait à ses disciples « Quand tu bois ton thé, bois seulement ton thé ». Cela peut sembler banal, mais imagine-toi au café, boulevard Saint-Germain. Les serveurs s'agitent, les cuillères s'entrechoquent, les voitures passent. Tu poses tes mains autour de ta tasse. La chaleur remonte, la vapeur caresse ton visage. Pendant quelques secondes, il n'y a plus de rumeurs, plus de jugement, plus de course. Juste toi, le café, le silence qui se fabrique dans ton attention. Technique numéro 2. Offre-toi chaque jour un moment de retrait, même minuscule. 2 minutes dans le bus, une respiration sur un banc, un regard vers le ciel entre 2 immeubles. C'est ce luxe discret qui allège la vie. Car le vrai luxe, à Paris, n'est pas un sac griffé ou un appartement haussmannien. C'est la capacité de créer ton espace intérieur, invisible et inviolable. La ville continuera de bourdonner, les gens de parler, les machines de vrombir. Mais si tu cultives ton silence, tout ce tumulte devient comme un film dont tu n'es pas l'acteur mais le spectateur. Tu regardes la scène se dérouler, mais ton cœur, lui, reste tranquille. Un proverbe persan dit « Le silence est l'ami qui ne trahit jamais ». À chaque fois que tu plonges en lui, tu retrouves une part de toi-même. Ce n'est pas une fuite, c'est une rencontre. Une rencontre avec ton propre souffle, ta propre présence, ton propre être. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu t'autorisais ces petites échappées, même dans la cohue parisienne? Des instants où tu choisis de te retirer du vacarme, non pas en quittant la ville, mais en entrant dans toi. Il était une fois, sur les hauteurs de Montmartre, un peintre qui installait chaque matin son chevalet face à la basilique du Sacré-Cœur. Il ne cherchait ni fortune ni gloire. Il peignait parce que ses mains ne savaient ne faire que ça, traduire la lumière de Paris en couleurs vibrantes. Les passants défilaient devant lui. Certains s'arrêtaient pour admirer, d'autres fronçaient les sourcils, d'autres encore riaient en coin. On le critiquait pour ses tons trop vifs, pour ses formes trop libres. On lui disait « Ah, ce n'est pas de l'art ». Mais lui,
immobile, continuait à poser ses touches sans lever les yeux. Un jour, un jeune homme curieux s'approcha et lui demanda « Maître, pourquoi ne répondez-vous jamais aux critiques ?» Le peintre leva enfin son regard, sourit doucement et dit « Parce que les mots n'ont pas le pouvoir de salir mes couleurs. » Cette réponse contenait un trésor. Car dans la vie, chaque jour, nous recevons des flèches d'opinion, des jugements rapides, des phrases lancées comme des pierres. Si tu veux répondre à chacune, tu t'épuises. Si tu veux convaincre tout le monde, tu t'égares. Mais si tu apprends l'art de l'indifférence choisie, alors tu gardes ton énergie pour l'essentiel, ton propre chemin. Technique numéro 3. Pratique l'indifférence sélective. Ce n'est pas un appel à tout ignorer, non. L'indifférence totale serait une fuite, une armure froide. Mais l'indifférence choisie, c'est un art délicat. C'est savoir ce qui mérite ton attention et ce qui ne mérite qu'un sourire silencieux. Un proverbe dit « Si tu t'arrêtes à chaque chien qui aboie, tu n'arriveras jamais au bout du chemin. » Paris est pleine de ces aboiements. Des remarques dans le métro, des jugements sur ton apparence, des critiques sur tes choix. Si tu tends l'oreille à tous, tu t'arrêtes à chaque pas. Mais si tu continues d'avancer, tu découvres que la vie s'ouvre devant toi comme une rue déserte à l'aube. Regarde les pavés de Montmartre. Certains sont lisses, d'autres cabossés, certains glissant sous la pluie. Tu ne choisis pas chaque pierre sur laquelle tu marches, mais tu choisis la direction. De la même façon, tu ne peux contrôler ce que les gens disent ou pensent de toi, mais tu choisis à quoi tu donnes du poids. L'indifférence choisie, c'est comme fermer une fenêtre. Tu entends encore le bruit de la rue, mais il ne t'envahit plus. Tu sais qu'il est là, mais tu gardes ton espace intérieur intact. Alors, imagine-toi à Montmartre, devant un chevalet invisible. Les passants défilent, les voix se mêlent, mais toi, tu continues à tracer tes couleurs, parce que ton art, c'est ta vie. Et personne ne peut salir ce que tu crées si tu n'ouvres pas la porte à leurs mots. Le métro parisien est une étrange scène de théâtre. Chaque jour, des milliers de voyageurs se croisent, partagent quelques minutes, puis disparaissent. Un souffle de porte, un grincement de frein, et tout le décor change. Un inconnu entre, un autre sort, et toi tu restes là dans ton wagon, spectateur de cette valse éphémère. C'est la même chose dans la vie, les êtres entrent et sortent de notre existence comme des passagers de métro. Certains montent pour un arrêt, d'autres pour un long trajet, mais aucun ne reste éternellement. Pourtant, combien de fois avons-nous donné un poids immense à celui qui en réalité n'était qu'un passager de passage? Un regard méprisant, une parole blessante, une critique jetée au hasard. Et soudain, nous nous accrochons à ce souvenir comme si ce voyageur devait marquer notre trajet pour toujours. Mais si tu observes bien, tu verras que ce n'est pas la nature du voyageur qui te trouble, c'est ton attachement à lui. Ce n'est pas le regard mauvais qui pèse, mais le fait que tu continues de le transporter en toi, alors qu'il est déjà descendu du train. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Le passager est parti, mais ton esprit l'a retenu, lui donnant une importance qu'il n'a jamais eue. Technique numéro 4. Visualise chaque interaction comme un simple passager, rien de plus. Si une personne te sourit, c'est une halte agréable. Si une autre te juge, ce n'est qu'un arrêt bruyant. Dans tous les cas, elles descendent tôt ou tard, et ton train continue. Le métro nous enseigne aussi l'impermanence. Les quais se remplissent, les visages changent, mais la rame avance toujours. De la même façon, ta vie suit sa direction, qu'importe qui monte ou qui descend. Si tu restes accroché à chaque passager, tu bloques la fluidité du voyage. Mais si tu acceptes cette danse, tu deviens léger. Un proverbe dit « Les oiseaux sur l'arbre ne craignent pas la branche qui casse, car ils ont confiance en leurs ailes. Toi aussi tu as tes ailes, ta force intérieure, ta capacité à avancer.
Les passagers viennent et repartent, mais ta destination dépend de toi. Imagine maintenant, tu es assis dans une rame presque vide, bercée par le roulis. Une vieille dame entre, s'assoit en face de toi et te sourit. Ce sourire, tu peux le garder comme une petite lumière. Puis un homme monte, te bouscule, t'adresse un regard dur et descend aussitôt. Ce regard, tu peux le laisser s'éteindre avec lui. Voilà l'art. Choisir ce que tu transportes dans ton cœur. Ta vie est ton métro. Tu n'as pas à arrêter ton voyage pour chaque passager. Continue de rouler. Et rappelle-toi, les voyageurs passent, mais c'est toi qui tiens la carte du trajet. Il y a des matins, à Paris, où l'on se sent écrasé avant même de sortir du lit. Non pas par le poids du corps, du groupe, mais par le poids invisible des choses accumulées. Les attentes, les obligations, les rôles qu'on joue pour paraître à la hauteur. On se lève, on enfile un masque, puis un autre, on s'équipe comme un soldat qui va au combat. Vêtements choisis pour plaire, réponse prête pour éviter le jugement, ambition gonflée pour ne pas sembler petit. Et pourtant, sous ces couches, on se sent plus fragile qu'un enfant. J'ai longtemps cru que posséder plus m'apporterait plus de sécurité. Un appartement mieux situé, des vêtements plus raffinés, un agenda rempli de rendez-vous brillants. Mais chaque nouvelle possession était comme une pierre dans mon sac à dos. Je croyais marcher vers la liberté, je marchais enchaîné. Sénèque l'avait déjà dit, ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire davantage, qui est pauvre. Ces mots résonnent encore plus fort ici, dans cette ville où l'on court toujours après quelque chose. Paris te donne 1000 raisons de croire que tu n'es pas assez riche, pas assez élégant, pas assez reconnu, mais si tu oses t'arrêter un instant, tu te rends compte que la richesse n'est pas dans ce que tu ajoutes, mais dans ce que tu retires. Technique numéro 5. Réduis volontairement ce qui te pèse. Ce n'est pas seulement une question de biens matériels. Bien sûr, tu peux commencer par vider ton armoire, vendre ce qui dort au fond d'un placard, alléger ton espace. Mais le vrai poids est ailleurs. Il est dans ces rôles que tu continues de jouer pour plaire. Il est dans ces attentes que tu te mets toi-même sur les épaules. Il est dans ces batailles que tu mènes uniquement pour ne pas perdre la face. La simplicité volontaire, c'est comme déposer des sacs trop lourds dans le métro. Tu montes dans la rame avec tes valises, tu suffoques, tu n'as plus de place pour respirer. Puis, à un moment, tu décides de poser l'un de ces sacs sur le quai. Il reste là. Et toi, tu repars plus léger, personne ne t'y oblige. Mais tu découvres alors la liberté de bouger, de sourire, de respirer sans contrainte. Il m'est arrivé de comprendre cela un soir, en rentrant tard. Dans mon sac, il y avait 1000 choses, des dossiers, des objets que je transportais, au cas où, des choses que je croyais nécessaires. Mais en posant tout sur ma table, j'ai senti que la moitié ne servait à rien. Alors pourquoi l'emporter? La vie est pareille, veillez pareil. Et pourquoi garder ce qui nous encombre alors qu'on peut marcher plus léger? Un proverbe japonais dit « Celui qui sait se contenter est riche ». Peut-être que la véritable abondance, à Paris ou ailleurs, ne se trouve pas dans les vitrines, mais dans ce souffle libéré quand tu comprends que tu n'as besoin que du minimum pour être entier, et si la simplicité volontaire n'était pas une privation, mais un luxe secret. Le matin s'installe doucement sur Paris. Les rideaux métalliques des commerces grincent, les premiers bus font vibrer le bitume, et les cafés ouvrent leurs portes comme des refuges pour âmes encore endormies. Tu entres dans l'un d'eux, un de ces bistrots aux tables rondes, un peu bancales, où l'odeur du café fraîchement moulu se mêle à celle du pain grillé. La salle est déjà animée. Un serveur note les commandes d'une voix pressée, 2 collègues rient bruyamment au fond, un homme seul lit son journal,
fronçant les sourcils à chaque gros titre. Tu t'assois. La chaise grince. Le serveur pose devant toi une tasse brûlante et un nuage de vapeur s'élève comme une brume discrète. Autour, les conversations fusent. On parle politique, on parle argent, on parle des autres. Tu entends ton prénom glisser dans la bouche d'une table voisine, ou peut-être crois-tu l'entendre. On parle peut-être de toi, ou peut-être pas. Peu importe. Ce qui compte, c'est cette tasse. Le secret? Te rappeler que ta paix est là, dans ce café fumant, et non dans les paroles dispersées autour de toi. Tu pourrais tendre l'oreille, analyser chaque mot, t'interroger. Que pense-t-il? Que disent-ils de moi? Mais à quoi bon? Leur parole est comme le brouhaha de la rue. Passager, insaisissable. Ton café, lui, existe vraiment. Sa chaleur glisse dans tes doigts, son parfum s'élève, sa saveur t'ancre dans le présent. Un proverbe africain dit « Quand tu bois l'eau, pense à la source ». Alors, en portant cette tasse à tes lèvres, souviens-toi de ta propre source. Rappelle-toi d'où tu viens, de cette force silencieuse qui t'a façonné, de ces chemins intérieurs qui t'ont amené jusqu'ici. Ta valeur ne dépend pas de ce que racontent ces voix autour de toi. Elle est enracinée plus profondément, là où nul jugement n'a accès. Le café devient alors une méditation. Une gorgée après l'autre, tu sens ton esprit se déposer. La rumeur continue, mais elle se transforme en fond sonore, comme une musique que tu n'as pas choisie mais qui n'a plus de prise sur toi. Tu es assis dans ton propre sanctuaire, construit à la surface de cette petite table. Et ce sanctuaire, personne ne peut te l'enlever. La vie parisienne est faite de bruit, de jugement, d'images à donner. Mais si tu trouves ton silence dans une simple tasse de café, alors tu as compris quelque chose de rare. Ta paix ne dépend pas du monde extérieur, elle dépend de l'endroit où tu poses ton attention. Le café se refroidit peu à peu, mais la leçon reste chaude en toi. Tout le reste n'est que bruit. Regarde la Seine. Elle est Elle est là depuis toujours, traversant Paris comme une veine vivante. Le matin, ses eaux reflètent dans la pâleur du ciel. Au soir, elle s'embrase de l'or du soleil couchant. Les bateaux la fendent, les cris des passants la survolent, les déchets parfois s'y accrochent. Mais rien ne la retient. Elle poursuit son chemin, imperturbable, vers la mer. La Seine ne se demande pas si l'on parle bien d'elle, si ses eaux paraissent belles ou ternes. Elle n'attend pas que les hommes la respectent pour couler. Elle ne garde pas en mémoire la pierre jetée hier, ni le papier qui flotte encore à la surface. Tout est emporté. Elle connaît un seul mouvement, avancer. Fait pareil, les offenses, les regards lourds, les petites guerres d'ego. Tout cela n'a de poids que si tu choisis de le retenir. Mais si tu apprends à laisser couler, à ne pas agripper chaque mot, chaque affront, chaque blessure, alors tu découvres que rien n'a le pouvoir de te noyer. Ce n'est pas la vie qui nous pèse, c'est l'attachement à ce que nous aurions dû déjà laisser partir. Un vieux proverbe dit « Le fleuve se moque des pierres qu'on lui jette ». Regarde-le encore. Quand une pierre tombe dans l'eau, elle fait quelques cercles, un bruit bref, puis disparaît dans les profondeurs. La surface se referme comme si rien n'avait existé. Pourquoi ton cœur ne ferait-il pas la même chose? Laisser passer les pierres sans en faire des monuments? Il y a une sagesse secrète dans l'eau. Elle s'adapte à tout ce qui la contient, mais rien ne l'arrête. Elle prend la forme du lit, contourne les obstacles, s'élargit, se resserre, mais toujours avance. Voilà l'art de vivre. Ne pas se briser contre ce qui résiste, mais épouser la forme de la vie tout en continuant son chemin. Imagine-toi sur un quai,
appuyé à la rambarde, observant les remous. Chaque émotion négative, chaque rancune pourrait être vue comme un objet flottant. Tu peux choisir de tendre la main, de t'accrocher à ce débris, de le garder en toi. Mais tu peux aussi décider de le regarder passer, de le laisser s'éloigner, porté par le courant. L'un t'enferme, l'autre te libère. La Seine ne s'excuse pas d'être ce qu'elle est. Elle n'attend pas l'approbation des passants. Elle sait qu'au-delà des ponts et des villes, un horizon l'appelle. Toi aussi, tu as ton horizon. Tant que tu continues à avancer, rien ne peut vraiment t'arrêter. Alors, lorsque quelqu'un te jette une parole dure, souviens-toi de l'Osseo. Lorsque ton passé essaie de revenir t'alourdir, souviens-toi du courant. Et chaque fois que tu sens ton cœur s'endurcir, rappelle-toi ceci. Être fluide, ce n'est pas être faible, c'est être invincible. Finalement, vivre à Paris et n'en avoir plus rien à foutre, ce n'est pas se dresser comme une forteresse froide face au monde. Ce n'est pas non plus mépriser les autres ou se retirer dans une indifférence glaciale, non. C'est tout l'inverse, c'est la liberté. Une liberté douce, discrète, mais immense. Celle qui naît quand tu n'attaches plus ton bonheur à ce que pensent tes élites ou projettent les autres. Imagine-toi, marchant sur les quais un soir d'été. Les terrasses bruissent, les guirlandes lumineuses dansent au vent, les bateaux glissent en silence sur la Seine. Tu observes les passants. Certains rient fort, d'autres discutent à voix basse, d'autres encore marchent tête baissée, absorbés par leurs pensées. Tu pourrais chercher à deviner ce qu'ils pensent de toi, à t'ajuster pour correspondre à leurs attentes invisibles. Mais au lieu de ça, tu respires profondément. Tu marches sans masque, le cœur ouvert. Et ce sourire que tu offres à un inconnu, ce n'est pas une stratégie sociale. C'est un signe de paix. Être libre, c'est reconnaître que ton cœur est plus vaste que n'importe quel jugement. Un mot blessant n'est qu'un caillou au bord d'un océan. Un regard méprisant n'est qu'un nuage passager dans un ciel immense. Ton horizon, ta profondeur, ne sont pas réduits par ces ombres. Un proverbe dit « Les barreaux de la prison ne sont pas toujours faits de fer. Parfois, ils sont faits de regards. Ces regards, tu peux choisir de les laisser derrière toi. » Le vent qui caresse les toits de Paris ne demande à personne la permission de souffler. Toi non plus, tu n'as pas besoin d'autorisation pour être toi-même. La vraie force n'est pas de combattre chaque jugement, mais de marcher au-delà d'eux, comme si tu traversais un marché bruyant sans cesser d'écouter ton propre pas. Cette force-là n'est pas arrogante, elle est tranquille. Elle ne s'impose pas, elle existe. Elle ne crie pas, elle respire. Et toi, que choisis-tu? Rester prisonnier des regards, de ces murs invisibles qui se dressent dans ton esprit, ou devenir libre comme le vent, celui qui traverse les ruelles, joue dans les cheveux des passants et caresse les toits de zinc au petit matin? La liberté intérieure n'a pas besoin de grands gestes. Elle commence dans de petites choses. Oser rire sans chercher l'approbation, dire non sans trembler, marcher seul sans se sentir incomplet. Et quand tu t'y exerces, tu découvres une paix que rien ni personne ne peut t'enlever. Peut-être que le secret est là, ne plus chercher à plaire, mais à être pleinement, simplement, comme une lumière discrète dans la nuit parisienne. Car la ville ne s'arrêtera pas pour toi, les jugements ne disparaîtront pas. Mais ton cœur, lui, peut t'apprendre à s'ouvrir à l'infini. Si tu veux continuer ce voyage vers la paix et la sagesse, abonne-toi à The Essence of Life sur YouTube. Chaque histoire est une clé, et peut-être que la prochaine ouvrira ta porte.